Alors, nous allons, et je vais surtout développer cette partie, nous allons voir si, en fait, il existe une logique scientifique sur le fait qu'il pourrait y exister une relation entre la dysproprioception et le trouble des apprentissages. Donc je vais vous récapituler assez rapidement une série de travaux scientifiques qui ont tous été publiés dans la littérature, essentiellement anglo-saxonne, que nous avons pu faire sur les relations entre proprioception et puis trouble des apprentissages. C'est important de connaître cette partie car, évidemment, la responsabilité de la proprioception est tout à fait un sujet à discussion et c'est souvent nié par les spécialistes des troubles des apprentissages, essentiellement parce qu'ils ne se sont pas penchés sur le problème. Alors le premier élément qu'on peut dire, c'est que nous avons testé un groupe de normolecteurs et dyslexiques en laboratoire sur un ergomètre, c'est-à-dire que nous avons étudié qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mobilise passivement, c'est là que la proprioception joue son rôle essentiel, il n'y a pas de copie-déférence, lorsqu'on mobilise passivement un membre, qu'il soit supérieur ou inférieur, à quel moment le sujet est capable de détecter le mouvement. C'est ce qu'on appelle l'acuité proprioceptive. Eh bien, nous avons pu publier le résultat qui montre que, sans aucun doute, tous les enfants dyslexiques, on parle là de la dyslexie, mais vous pouvez copier avec la dyspraxie, tous les dyslexiques présentent bien un trouble proprioceptif. Et mieux encore, ce trouble proprioceptif, lorsqu'on le mesure, est corrélé au déficit de lecture de l'enfant dyslexique. Ceci est intéressant, mais nous nous sommes posé aussi la question de savoir si on pouvait reproduire cette sensibilité de l'acuité proprioceptive en clinique. Car un ergomètre, c'est extrêmement compliqué à faire fonctionner, c'est lent et ça coûte très cher. Donc nous avons reproduit ce que nous avions fait en laboratoire, en clinique, en copiant une technique qui avait été proposée par un scientifique australien, Proske, qui est un grand spécialiste de la proprioception, et en faisant des techniques de matching en particulier, c'est-à-dire que le sujet, les yeux fermés, doit comparer la position de ses deux membres, qui sont manipulés de manière passive, eh bien nous avons pu démontrer qu'en effet, les dyslexiques, par cette technique très simple, très peu coûteuse, présentent bien un trouble proprioceptif. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons étudié sur un nombre important de dyslexiques, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un traitement proprioceptif. Vous voyez là à gauche, en rouge, le niveau de la mauvaise acuité proprioceptive, et à droite, en bleu, le niveau de l'acuité proprioceptive normale, d'un normolecteur. Et vous voyez qu'en jaune et en vert, ce sont les traitements, ce sont des étapes du traitement, et vous voyez que très rapidement, on rejoint le niveau des normolecteurs lorsqu'on est dyslexique traité. Alors évidemment, tout a commencé par la posture, donc une des premières études que nous avons réalisées au laboratoire de l'INSERM a été de comparer un groupe d'enfants dyslexiques, une soixantaine, à un groupe d'enfants normolecteurs, et cette étude a confirmé qu'en effet, tous les dyslexiques présentent bien un trouble postural, c'est-à-dire que la partie supérieure du triangle de la proprioception est bien perturbée au niveau de la posture. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons, sur des centaines d'enfants, essayé d'étudier pour trouver un phénotype particulier. Est-ce que les caractéristiques posturales étaient reproductibles chez les enfants dyslexiques? Et malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Certains ont le bassin en avant, l'autre c'est la tête en avant, une épaule plus haute. Bref, chaque enfant est particulier. Mais finalement, nous avons fini par trouver l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est le fait que tous ces enfants-là sont sur les talons. C'est la caractéristique de base. Et lorsqu'ils sont sur les talons, leur proprioception leur donne une mauvaise information. Ils pensent qu'ils sont bien verticaux. Et donc en fait la posture est simplement une posture adaptative, c'est-à-dire que l'enfant qui lorsqu'il est sur ses talons pense qu'il est vertical alors qu'il a tendance à tomber en arrière, est obligé d'adopter une posture de compensation pour ne pas tomber. Certains vont le faire avec les pieds, les valgus, genoux valgus, d'autres vont le faire avec le bassin projeté en avant, ils perdent leur dose, d'autres avec la tête par exemple, d'autres avec les épaules, une épaule plus haute, etc. Mais il n'y a pas de phénotype particulier, donc à chaque fois qu'on voit un enfant dyslexique, la question c'est est-ce qu'il est bien sur les talons? Et s'il est sur les talons, est-ce que
la posture que l'on constate correspond bien à une compensation de cette mauvaise information. Corollaire, évidemment, si le problème de la posture est lié à une mauvaise information, on doit avoir une réponse sensorielle. Alors cette posture a quand même une conséquence qui est constante, on ne peut pas mesurer directement, comme l'appui des pieds, qui est le fait que lorsque vous êtes sur les talons, et ça c'est une caractéristique que tout le monde peut vérifier, eh bien vous êtes obligé d'utiliser votre diaphragme. Le diaphragme va perdre sa mobilité naturelle pour devenir un muscle de soutien, exactement comme lorsque l'on fait un effort pour porter quelque chose. Ceci est essentiel à comprendre, car ça a des conséquences très importantes au niveau du fonctionnement de la proprioception nocturne. Alors, évidemment, comme on s'intéressait beaucoup à la posture, on a essayé de modifier cette posture, et en particulier, on a fait 2 études qu'on a publiées également, où on a modifié la proprioception par des vibrateurs, vous le voyez sur la photo là. Donc on a perturbé la proprioception de ces enfants-là, un groupe important, 120 enfants, et on leur a donné une tâche attentionnelle en même temps. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien les enfants 10, contrairement aux enfants normolecteurs, ne sont pas capables de gérer les modifications proprioceptives qui sont provoquées expérimentalement et d'avoir des réponses exactes à une tâche attentionnelle. Ils font l'un ou ils font l'autre, alors que le normolecteur, après une phase courte de perturbation, est capable de faire les 2 tâches, tâche je me tiens bien stable et tâche attentionnelle. On a aussi montré, et ça c'est très intéressant, que lorsqu'on modifie la proprioception par un traitement adapté, les prismes, les semelles, les exercices, eh bien ces capacités attentionnelles des dyslexiques se normalisent, rejoignent celles des normolecteurs, et ceci assez rapidement, puisque cela peut se faire en 3 mois. Alors on s'est posé la question aussi de savoir si l'anomalie était au niveau périphérique ou central, ou les deux. Et donc là on a fait une technique, ce qu'on appelle d'imagerie mentale, d'imagerie motrice, c'est-à-dire que normalement, la physiologie, c'est que lorsque vous faites un geste, et lorsque vous l'imaginez, il existe une proportionnalité temporelle entre les 2 éléments. C'est ce qu'on appelle la loi de Fitts. Eh bien, tous les dyslexiques, c'est un groupe d'une 20aine d'enfants, sans exception, ont cette loi qui est perturbée. Il n'y a pas de relation entre le fait d'exécuter un geste et le fait de l'imaginer, du moins de relation temporelle. On peut donc en conclure que l'imagerie qu'ils ont du mouvement, la représentation centrale du mouvement des enfants dyslexiques est perturbée. Ça, c'est un élément essentiel. Le deuxième angle du triangle, c'est donc la localisation spatiale sensorielle. Et là, vous le voyez à droite, on a fait un nombre important de publications. On s'est d'abord intéressé au type de négligence que présentent les enfants dyslexiques. Alors, vous savez que tous les êtres humains présentent un intérêt différent pour l'espace visuel qui les entoure. On a des zones préférentielles et des zones qu'on a tendance à oublier, qu'on appelle les zones de négligence. Eh bien, nous avons étudié ces zones aussi bien en comparant la droite que la gauche, que ce qui était plus en avant et moins en avant, par exemple lorsqu'on lit, et nous avons pu montrer que les dyslexiques ont des négligences inversées par rapport au sujet normolecteur. Mais l'élément le plus intéressant, c'est le test de Maddox perceptif. Ce test, qui a été remis à l'honneur en posturologie par Éric Matron, un kinésithérapeute de Dijon, a pour but d'étudier les hétérophories verticales, c'est-à-dire le déséquilibre qui existe entre les 2 yeux lorsqu'on va perturber la vision d'un œil par rapport à l'autre. Eh bien, nous avons modifié ce test d'abord en changeant les contraintes techniques. Pour faire ce test chez l'enfant dyslexique, il faut un point de fixation, une lumière extrêmement petite, avec une intensité bien calibrée, et il faut aussi un écran, donc cet écran rouge que vous voyez avec des stries qui transforment la lumière en un trait rouge, qui soit calibré de façon à ce que le trait rouge soit extrêmement fin. Pourquoi? Parce qu'on va trouver des différences entre un œil et l'autre qui sont de l'ordre, qui sont toujours inférieures à 0,35 degrés, donc vous voyez c'est très très fin. Si on utilise un gros point lumineux, on ne trouvera jamais rien. Alors, nous l'avons aussi modifié en changeant non pas
les capteurs posturaux, mais en changeant les éléments, les couples qui fonctionnent avec la proprioception, avec des manipulations différentes. Par exemple, au niveau de la bouche, on ne s'intéresse pas à l'occlusion, mais on s'intéresse, si vous voulez, au contact des muqueuses, au fait qu'on stimule les muscles labiaux, etc. Et nous avons pu montrer et publier que, en effet, tous les enfants dyslexiques ont une localisation spatiale labile, c'est-à-dire modifiable et changeante suivant qu'il va utiliser son pied, le pied droit, le pied gauche, la langue à droite, la langue à gauche, et que ceci peut se gérer avec des prismes de très faible puissance. Le troisième angle du triangle concerne donc la perception multisensorielle. Alors ça se fait avec la même chose, c'est-à-dire que le sujet a un écran Maddox sur un œil, et donc on manipule la proprioception, on le met dans des conditions défavorables, et on le force à réagir pour rééquilibrer cette proprioception. Et bien lorsqu'il est dans ces conditions défavorables, toute stimulation sensorielle, et en particulier auditive, c'est celle qui nous intéresse, puisque apprendre à lire, c'est fait correspondre à un son et son image, mais aussi une stimulation cutanée ou directement proprioceptive, comme on le voit sur le cliché directement sur la proprioception paravertébrale, eh bien toute stimulation entraîne des pertes visuelles dont le caractère essentiel est qu'elles sont stochastiques, c'est-à-dire que la même fréquence, par exemple, va provoquer une perte visuelle et pas nécessairement au même endroit. Elles sont imprévisibles et on retrouve toujours la perte de possibilité de prévision, d'anticipation du cerveau qui est extrêmement pénalisante. Un point particulier, lorsque nous avons fait l'étude et que nous avons publié, eh bien nous avons provoqué des vibrations non seulement sur les muscles posturaux, mais aussi sur les muscles non posturaux, par exemple au niveau du poignet. On obtient le même résultat, ce qui nous a confirmé que le problème n'était pas un problème de posture, qui encore une fois ne reste qu'un des éléments qui est perturbé, mais que c'était bien un problème général de proprioception et de mauvaise relation entre la proprioception et les autres éléments du couple que nous avons décrits au départ. En conclusion, si on doit dire quelque chose sur la dysproprioception du jour, vous l'avez vu, les dyslexiques ont un trouble proprioceptif. On peut le détecter en laboratoire, mais aussi cliniquement. Il provoque en effet un trouble postural, dont la caractéristique est un déséquilibre antéro-postérieur que l'enfant va chercher par une attitude posturale particulière à compenser pour éviter de tomber en arrière. Ce trouble agit négativement sur les capacités attentionnelles, mais c'est éventuellement réversible avec un traitement adapté. Mais plus généralement, les dyslexiques ont une représentation mentale du mouvement qui est altérée. À cela s'ajoutent des difficultés de localisation, mais aussi de représentation spatiale, des informations visuelles, mais plus globalement des informations sensorielles, et, pour couronner le tout, un trouble d'intégration multisensorielle. Et la nuit, que se passe-t-il? Alors c'est très intéressant, c'est nouveau, mais c'est essentiel, et peut-être que c'est le cœur du problème de l'apparition des troubles dyslexiques. Pour comprendre le rôle de la proprioception la nuit, il faut parler de ce qui se passe normalement la nuit chez l'enfant. Le sommeil normal, c'est quoi? L'enfant s'endort, et puis vous allez avoir des phases de sommeil qui se répètent, qui, suivant les âges, suivant les jours, les nuits plutôt, durent entre 1h30, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Mais vous avez toujours normalement la même séquence. L'enfant va rentrer en sommeil lent. D'abord un sommeil lent léger, puis profond. Et puis ensuite il va rentrer en sommeil dit paradoxal. Alors le sommeil paradoxal s'appelle paradoxal parce que si on enregistre son cerveau à ce moment-là, il est actif comme le jour, voire même plus actif. À quoi servent ces phases de sommeil qu'on a longtemps cru comme étant un trou du point de vue cérébral? Eh bien en fait pas du tout. Dans le sommeil lent, qu'il soit léger ou profond, vous allez avoir une détoxication du cerveau. C'est-à-dire que toutes les toxines accumulées pendant la journée, par le travail des neurones, qui sont restées dans les espaces intercellulaires et qui sont captées par la glie, vont passer dans le liquide céphalorachidien. Vous avez aussi une amélioration
de la mémoire qu'on appelle déclarative, c'est-à-dire la mémoire des événements. On touche déjà aux apprentissages. Mais ce qui est très important, c'est le sommeil paradoxal. Pourquoi ? Parce que le sommeil paradoxal, c'est le moment où, chez l'enfant, on va mettre en place la mémoire procédurale. C'est-à-dire cette mémoire qui nous permet d'automatiser les connaissances. C'est vrai pour les connaissances motrices, les habiletés motrices, mais aussi les habiletés cognitives. Cette phase est essentielle pour les apprentissages. L'ensemble est également très important pendant la petite enfance. Vous le savez, on vient au monde avec beaucoup de neurones. Beaucoup de neurones vont migrer pour organiser le cerveau, d'autres vont mourir parce qu'ils ne sont pas utilisés. Eh bien, cette organisation, cette neurogénèse a lieu pendant le sommeil. Un sommeil perturbé, c'est une neurogénèse anormale. Évidemment, quand l'enfant va grandir, si vous avez des perturbations pendant le sommeil, eh bien, vous allez automatiquement avoir des troubles de mémorisation et donc des troubles de la détoxication du cerveau qui vont gérer l'attention de la journée. Et là, on touche évidemment à l'association qui existe très souvent entre les troubles 10 et les troubles attentionnels. Du point de vue organique, quelles sont les caractéristiques du sommeil ? Eh bien, pendant le sommeil lent, on va respirer normalement. On peut respirer en thoracique, on peut respirer en diaphragmatique. Pendant le sommeil paradoxal, il y a une hypotonie généralisée. Cette hypotonie est active. Ce sont des médiateurs qui sont sécrétés au niveau du tronc cérébral. Les seuls muscles qui sont capables de fonctionner, ce sont les muscles de la dilatation, les dilatateurs du pharynx, et c'est le muscle diaphragmatique. En clair, pendant le sommeil paradoxal, la respiration est quasi exclusivement diaphragmatique. Normalement, qu'est-ce qui se passe ? Si le diaphragme fonctionne bien, lorsqu'il va descendre, il joue son rôle de piston, il va créer une pression négative dans les poumons. Cette pression négative, si elle est rapide et si elle est forte, provoque par un réflexe de la muqueuse pharyngée une augmentation du tonus des dilatateurs du pharynx et ça maintient ainsi la liberté des voies aériennes. Cette diminution rapide de la pression va être d'autant plus active que le sujet respire par le nez et non pas par la bouche ouverte. Que se passe-t-il si le sujet a une respiration diaphragmatique altérée ? Eh bien, ce phénomène de diminution de la pression au niveau du pharynx ne va pas avoir lieu ou sera de mauvaise qualité, et ce d'autant plus que le sujet va respirer la bouche ouverte. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le sujet ne pouvant pas compenser par ses muscles intercostaux, vont apparaître des micro-réveils salvateurs qui évitent à l'enfant d'être en hypoxie. C'est ce que l'on appelle le SARVAS, le syndrome d'augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures, qui a été décrit maintenant il y a près de 30 ans par un grand spécialiste de la médecine du sommeil qu'on appelle Guy Minot. Eh bien, nous avons enregistré un certain nombre de dyslexiques. La plupart des dyslexiques présentent des troubles du sommeil et il s'agit quasiment toujours d'un SARVAS. Alors évidemment, ça peut être un peu plus important et on peut avoir quelques apnées. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a une grosse perturbation du sommeil, et notamment du sommeil paradoxal, qui entraîne évidemment des troubles de mémorisation, et on peut l'imaginer chez l'enfant, des troubles de la neurogénèse. Pour revenir sur cette neurogénèse, il faut bien imaginer qu'elle continue à se mettre en place pendant toute la vie, même si elle est beaucoup plus importante pendant la petite enfance. Je voudrais citer une étude américaine extrêmement démonstrative qui a été faite il y a 2 ans, publiée en septembre 22, sur 11 500 enfants de l'âge de 8 ans qui n'avaient pas de problème particulier. Certains avaient des problèmes scolaires, d'autres non, et chez lesquels on a étudié le sommeil et où on a fait une IRM fonctionnelle et organique. Et on a refait la même chose à l'âge de 10 ans, et on s'est aperçu qu'à cet âge-là, tous les enfants qui dorment moins de 9 heures effectives, c'est-à-dire correctes, eh bien, ont une altération de la neurogénèse. Ils ont un cerveau qui est différent des sujets qui dorment normalement. Donc on le voit, même chez le sujet qui n'a pas de problème, le sommeil est très important. Alors, à partir de cette donnée, évidemment, nous nous sommes posé des questions, et ce d'autant plus que, vous le voyez sur cette publication,
même lorsqu'il y a des perturbations du sommeil faibles, SARVAS, qui ne donnent pas de troubles en fait de l'oxygénation, mais bien des micro-réveils, ou des apnées ou des hypopnées, eh bien, quelle que soit en fait l'importance, le degré, si vous voulez, de perturbation du sommeil, sur une série de plus de 1000 enfants, on s'aperçoit que les troubles cognitifs, dans lesquels apparaissent les troubles d'apprentissage, eh bien, les troubles cognitifs apparaissent d'une façon non corrélée à la gravité du sommeil, du trouble du sommeil. Alors, comme le sommeil nous a paru très important, et ça depuis plusieurs années, nous avons fait une étude sur l'impact du traitement proprioceptif sur la qualité du sommeil et sur, évidemment, les capacités d'apprentissage. Donc nous avons pris un groupe d'enfants, 22 enfants, nous avons étudié leur capacité attentionnelle, leur capacité de lecture, également par le questionnaire qui est validé chez les enfants, les troubles qu'ils avaient au niveau fonctionnel du sommeil. Nous avons fait ça 3 mois avant de les voir, pour voir l'évolution spontanée. Nous avons fait ça à M0, et après 3 mois de traitement proprioceptif. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, eh bien, nous avons une amélioration qui est à la limite pour les troubles attentionnels entre M0 et M3, mais lorsqu'on regarde M-3 jusqu'à M+3, qui est très forte, c'est-à-dire qu'en fait, le traitement va amplifier les autres rééducations. Nous avons également une manifestation très positive au niveau des troubles du sommeil, au niveau des troubles subjectifs observés par les parents, puisque le P est inférieur à 0,01 lorsqu'on étudie les troubles du sommeil. Et puis, lorsqu'on étudie la lecture, on s'aperçoit qu'en effet, on a une nette amélioration à partir du moment où l'enfant est traité, alors qu'avant, l'amélioration est quand même très peu sensible, voire pas sensible du tout. Mais ce qui est aussi intéressant sur l'amélioration de la lecture, chez ces enfants qui par ailleurs faisaient de l'orthophonie, c'est que lorsque l'on compare ce qu'il y avait à le niveau à M-3 et à M+3, et bien à ce moment-là, on a une très très nette amélioration avec un P sur l'efficience de lecture qui est inférieur à 0,01. C'est-à-dire que le traitement proprioceptif amplifie les autres traitements. Et vous voyez en dessous la partie inférieure de la diapositive, 4 enfants parmi ces 22 n'avaient pas fait les exercices qui étaient conseillés pour restaurer une bonne qualité de sommeil, une bonne respiration abdominale. Ces enfants-là n'ont pas progressé. En clair, modifier la proprioception le jour, c'est bien. Mais si vous vous contentez de cela, vous n'aurez pas de bons résultats sur les capacités scolaires, sur les apprentissages. En conclusion, si on reprend le schéma qu'on avait au départ, vous voyez que pour nous, la proprioception la nuit est à la base de troubles du sommeil qui, chez le jeune enfant, vont donner des troubles de la neurogénèse et aussi de la construction du cerveau. On sait d'ailleurs que le cerveau des enfants 10 en IRM organique ou fonctionnel, morphologique ou fonctionnel, est différent des sujets des neuromolecteurs. Pour nous, le sommeil joue un rôle important dans ce phénomène, mais aussi pendant toute la vie, vous allez avoir une altération des habiletés motrices, mais aussi cognitives, et donc une altération parallèle de la mémoire procédurale, et cela joue un rôle très important, pour nous central dans l'apparition des troubles 10. Et on pourrait dire aujourd'hui, je le dis encore avec prudence, mais je pense que d'ici une vingtaine d'années, il faudra beaucoup de temps encore, on pourra classer les troubles 10 dans les maladies du sommeil d'origine proprioceptive. Juste une petite anecdote pour terminer sur ce chapitre. Nous avons posé la question aux parents de la qualité de leur sommeil et nous avons découvert, ça nous a beaucoup surpris, que 33% des enfants dyslexiques avaient un parent équipé en pression positive pour de véritables apnées, alors que la moyenne d'âge était à 42 ans. Donc on est largement au-delà de la norme. Ce qui se transmet, ce n'est pas le trouble 10, c'est bien le trouble proprioceptif. Et l'idée, c'est que si ce trouble proprioceptif ne donne pas de trouble nocturne, il ne donnera pas de trouble des apprentissages.